sur la production agricole. D'abord, l'augmentation du taux de CO2, bien sûr, puisque ça accroît la photosynthèse. Des températures plus élevées, évidemment. Une modification de la pluviométrie, non pas en volume global, même s'il y a de fait peut-être une augmentation globale de la pluviométrie dans le monde, mais surtout une répartition différente selon les continents et les zones. La fonte des glaciers et la montée des océans, c'est une certitude, mais à quel rythme? Et enfin, peut-être des événements exceptionnels, non pas plus nombreux, mais peut-être plus violents qu'actuellement. Parmi les premiers effets sur l'agriculture, on en retiendra deux. Et le premier, le plus inquiétant, c'est une moindre progression des rendements moyens des cultures dans le monde. Je ne dis pas une baisse des rendements, ni même une stagnation, mais une moindre progression. Et on a déjà constaté, par exemple, que pour le blé et le riz dans le monde, il y a une inflexion et que la croissance est moins rapide. C'est pas vrai pour le maïs, encore que les dernières années semblent nous montrer qu'il commence à y avoir, le maïs commence à être concerné aussi, mais on n'a pas assez de délai pour pouvoir en être certain. Néanmoins, il est intéressant de travailler par grandes zones géographiques, parce qu'au niveau global, ça a qu'un sens tout à fait limité vu les différences de situation selon les pays. Alors pour les régions du nord, de l'hémisphère nord bien sûr, et du sud de l'hémisphère sud, mais ça compte pas beaucoup, on aura un allongement de la période de végétation au nord. Probablement une extension des sécheresses associées à des températures excessives autour des tropiques, c'est-à-dire dans le Sahel, au Maghreb, au Moyen-Orient, mais aussi dans le nord-est du Brésil, dans le cône sud de l'Afrique, en Australie, etc. Et puis une augmentation de la pluviométrie sous l'équateur. Ça n'a pas beaucoup d'effet dans la mesure où cette pluviométrie est déjà très importante, et aussi dans les régions boréales. Quelques exemples. Prenons l'exemple dans les régions du Nord, prenons l'exemple de la France ou de l'Europe. On a dès maintenant des effets significatifs sur les cultures annuelles d'hiver, comme le blé ou le colza. Les cultures de printemps semblent moins affectées, comme le maïs, et certaines sont même favorisées, comme la betterave à sucre. Alors voici un graphique qu'a établi André Gallet, qui montre l'évolution des rendements, de l'accroissement des rendements en blé, année après année, et en maïs. Le blé, c'est les points du dessous. Vous voyez très nettement qu'en 1990, il y a une rupture un point d'inflexion dans l'évolution. On passe de 1,31 quintaux par hectare et par an supplémentaire jusqu'en 1990 à 0,26. Ce n'est pas la stagnation, mais on n'en est quand même pas très loin. Pour le maïs, c'est moins net. D'abord, l'inflexion est plus tardive, aux alentours de 1999-2000, et elle est un peu moins forte puisqu'on passe de 1,41 quintaux par hectare et par an à 0,53. Alors les causes, d'après l'INRA, ce serait pour 50% dû à des changements climatiques, mais de simples petits incidents, un petit coup de chaud au mois de juin, suffit à faire perdre quelques quintaux sur le blé. Un coup de sécheresse comme l'année dernière sur le maïs, on perd 20 quintaux de rendement dans l'année. Ce n'est pas tous les ans comme ça, mais néanmoins, c'est important. Et pour le riz, c'est la même chose. On prend le riz en Chine, on passe aux alentours de 1990 de 1,16 quintaux par hectare et par an avant à 0,38, 39 après. Au total, les effets négatifs seront très probablement plus importants que les progressions. Or, il est impératif que la production agricole continue de croître grâce à l'accroissement des rendements. Sinon, on aura des problèmes de satisfaction des besoins alimentaires et peut-être de pénurie dans certaines régions du monde, même très certainement. La deuxième conséquence du changement climatique pour l'agriculture, c'est de multiples et inévitables délocalisations des cultures. Donnons-en quelques exemples. Reprenons la zone nord de l'hémisphère nord. On a en France et en Europe une montée des cultures vers le nord, la saison estivale des cultures étant allongée, c'est déjà commencé,
d'où une photosynthèse améliorée, avec une pluviométrie sans doute plus abondante, peut-être un peu trop excessive dans certains cas, eh bien, on a comme conséquence que le blé et le colza remontent vers le nord, que le maïs remonte aussi, même s'il risque d'avoir des problèmes d'eau, que les viticulteurs, on l'a dit tout à l'heure dans le diapo, s'inquiètent de l'évolution de la qualité de leur vin, etc. Le gros problème, pour nous, c'est de savoir à quelle latitude il va avoir le basculement entre plus de sécheresse ou plus de pluviométrie. Est-ce que ce sera les Pyrénées? Est-ce que ce sera le nord de la Loire? Est-ce que ce sera la Seine? On ne sait pas, pour l'instant, on ne peut pas dire à quel niveau ça va se situer. Beaucoup plus grave, c'est la disparition, le risque de disparition de l'activité agricole dans certaines zones du monde. On aura plus de sécheresse, des températures excessives et un risque de désertification au Sahel, au Maghreb, mais aussi dans le nord-est du Brésil, en Australie, etc. Certains annoncent déjà 50% de surface agricole utile qui disparaîtrait au Maghreb. On aura également une remontée des eaux, des océans, bien sûr, qui vont toucher en particulier les deltas des grands fleuves de l'Asie du Sud et du Sud-Est, et aussi des inondations le long de ces fleuves. C'est inéluctable et ça sera catastrophique, bien sûr, pour les populations concernées, qui sont des dizaines de millions de personnes, sur des terres actuellement très cultivées, qui ont des terres de qualité, et donc qu'ils devront abandonner à un moment ou à un autre. Concernant le défrichement des forêts boréales, on aura donc un réchauffement du climat et une pluviométrie abondante, en tous les cas suffisante. On peut donc imaginer une remontée des zones de culture en Scandinavie, en Russie, au Canada. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on aura énormément de problèmes techniques à régler à ce moment-là. D'abord parce que les sols sont souvent de très mauvaise qualité. En Russie, on a beaucoup de podzol très pauvres. Qu'on a sur ces terres-là sont souvent très plates, énormément de marais, de rivières, de lacs, de tourbières, etc., qui rendront la mise en culture très difficile. Et puis l'éloignement aussi, au point de vue pour les voies de communication, on n'a pas de voie de communication. Donc je pense qu'au moins pour la Russie, on commencera d'abord par remettre en culture les terres un peu marginales qui avaient été abandonnées ces dernières années, avant d'attaquer la taïga. Enfin, il y a des effets que je pourrais qualifier de secondaires, parce que je ne suis pas très compétent pour en parler, mais qui jouent quand même un rôle. C'est qu'on aura plus de problèmes parasitaires, bien entendu, avec le réchauffement climatique, des parasites qui sont plus fréquents, nouveaux parasites qui vont venir, et puis un effet négatif sur la teneur en CO2, sur la teneur en protéines des céréales. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à André Gallet pour finir. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner un panorama des réponses possibles. Et les solutions doivent permettre de répondre à un triple défi pour l'agriculture. Nourrir 10 milliards d'hommes vers 1950, tout en respectant l'environnement et en tenant compte, bien sûr, du changement climatique. Alors, quelques petits rappels sur les gaz à effet de serre en agriculture, qui représentent 20% du total des gaz à effet de serre. Donc il y a trois gaz principaux, ça a déjà été souligné, le CO2, le peroxyde d'azote et le méthane. Le CO2, donc je prends les pourcentages, ont transformé, sont exprimés en équivalent carbone, donc 8%, bon, c'est l'énergie essentiellement. Le peroxyde d'azote, il vient de la fertilisation azotée avec la dénitrification. C'est de loin le composant majeur, et ça représente plus de la moitié des gaz à effet de serre, parce qu'il y a un pouvoir réchauffant très fort, 300 fois celui du CO2, et le méthane, qui vient essentiellement de l'élevage, qui représente donc 41% des gaz à effet de serre. Donc, pour les solutions devront chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, accroître le stockage du carbone, et aussi rechercher des solutions pour s'adapter au changement climatique, ce qu'André Neveu vient de souligner, l'augmentation de la température, problème de pluviométrie, augmentation de la teneur en CO2. Et nous n'allons considérer ici que les solutions pour la grande culture. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de considérer les problèmes de l'élevage qui seront sans doute évoqués quand même un petit peu. Donc les solutions relèvent de trois grands axes.
modifier les systèmes de culture, revoir le choix des espèces et avoir des variétés mieux adaptées. Alors d'abord, le premier axe, développer des techniques culturelles et des systèmes de culture qui vont permettre des économies d'eau, des économies d'énergie, des économies d'azote, tout en stockant du carbone et sans perte de productivité. Au passage, il faut souligner que la productivité est un moyen relativement efficace de fixer du carbone. Donc dans ces solutions, on peut agir sur les rotations, avoir des rotations plus longues, avec une diversification des cultures, ce qui conduit à des systèmes de culture beaucoup plus résilients. Et dans ces rotations, il sera important de faire appel aux légumineuses, puisqu'elles vont permettre de faire des économies d'azote et donc de limiter les émissions de peroxyde d'azote, la perte d'azote par dénitrification. Simplement 1 an sur 5 dans un assolement, dans une rotation en légumineuse, diminue de 15% l'émission des gaz à effet de serre par hectare et par an. On peut faire appel aussi aux associations graminées légumineuses pour la production de grains. Ainsi, il y a beaucoup d'associations qui se développent maintenant, blé-pois, il y a un problème de variété à mettre au point, mais aussi pour la production fourragère. Et cela, bien sûr, c'est à voir en liaison avec l'élevage. Les cultures pérennes, les cultures pérennes entre guillemets, et les temporaires qui durent plus d'1 an, avec des légumineuses, contribuent au stockage du carbone. Alors, le problème de l'élevage, bien sûr, en combinant agriculture et élevage, on peut permettre une plus grande fixation du carbone, mais là, ça pose un problème d'aménagement du territoire que je ne vais pas considérer. Donc juste pour donner une illustration de l'intérêt, par exemple, d'introduire des prairies temporaires dans une rotation, avec ou sans pâturage d'ailleurs, ça conduit à une augmentation relativement rapide du stockage du carbone, mais qui diminue bien sûr au fur et à mesure du temps. Alors, deuxième type d'action au niveau du sol, on peut agir sur le travail du sol, la couverture du sol, voire même l'acidité du sol. Les techniques simplifiées de travail du sol, par exemple les techniques sans labour, peuvent contribuer à diminuer les dépenses énergétiques et ainsi un semi-direct peut contribuer à diminuer de 12% les dépenses énergétiques. Alors quant à l'augmentation du stockage du carbone, les études d'Arvalis, Institut du végétal, montrent que ce stockage est très variable d'une année à l'autre et il n'y a pas unanimité pour conclure là-dessus. Par contre, les cultures intermédiaires pour la couverture du sol après la récolte des céréales, par exemple, les fameuses cipans, les cultures pièges à nitrates, peuvent être extrêmement intéressants pour piéger les nitrates, d'abord, bien sûr, donc limiter les risques d'émissions de gaz à effet de serre, limiter même la pollution par les nitrates, mais aussi pour le stockage du carbone, puisqu'on peut avoir des chiffres jusqu'à 300 kg de carbone stocké par hectare et par an. De ce point de vue, les cultures sous couvert, et en particulier avec des légumineuses, donc des légumineuses qui sont semées sous couvert de blé ou de colza, par exemple, vont permettre des économies d'azote et permettront le stockage du sol. Alors, diminuer l'acidité des sols, dans certaines situations, bien sûr, lorsque les sols sont acides, eh bien, un chaulage peut permettre de modifier la flore et d'éviter une flore microbienne qui facilite la dénitrification et donc l'émission de peroxyde d'azote. Un meilleur pilotage de l'azote peut aussi contribuer à diminuer encore, malgré les efforts importants qui ont déjà été faits, diminuer les émissions de peroxyde d'azote et en particulier essayer d'avoir des fertilisations azotées plus tardives et si possible enfouir l'azote. Enfin, au niveau de la gestion de l'eau, il est important d'envisager la construction de petits barrages permettant une meilleure gestion de l'eau d'irrigation. Le deuxième grand axe, le choix des espèces. Donc j'ai déjà présenté l'intérêt des légumineuses dans la rotation. Là, pour augmenter le développement des légumineuses, bien sûr, la politique agricole commune, avec l'aspect reverdissement, peut jouer un rôle important. Donc il peut s'agir de légumineuses à graines, le pois,
Mais pour développer la culture du pois protéagineux, qui a connu un certain développement il y a quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, et aujourd'hui est tombé presque à zéro, il faudrait résoudre les problèmes de maladie, en particulier de Phanomyces. Et là, c'est un problème de recherche. Et je suis sûr, en tant que généticien, qu'il y a des solutions possibles, mais encore faudrait-il investir suffisamment pour les mettre en œuvre. Le soja, pourquoi pas, c'est une culture qui pourrait présenter un intérêt pour différentes raisons. Elle est localisée, limitée, très limitée même dans le sud de la France, mais elle pourrait se développer, remonter au nord. Alors, autre exemple qui est intéressant à rediscuter, c'est le choix entre maïs et sorgho. Le sorgho est limité un peu dans la moitié sud de la France. Le maïs a la réputation de consommer beaucoup d'eau, ce qui est faux. Il la consomme simplement à un moment où on en a beaucoup besoin, mais c'est une des plantes qui valorise le mieux l'eau apportée par irrigation. Et nos collègues espagnols ont fait une étude de comparaison, maïs et sorgho, en conditions de sécheresse. Alors, lorsqu'on a au début un stress très limité, bien, le maïs est supérieur au sorgho, tout simplement parce qu'on a beaucoup plus investi dans l'amélioration du maïs que du sorgho. Mais au fur et à mesure de l'augmentation de l'intensité du stress hydrique, on voit que le sorgho prend un avantage sur le maïs, et le sorgho doit cet avantage sur le maïs au fait qu'il a un système radiculaire beaucoup plus fin, beaucoup plus puissant même d'une certaine façon, qui va chercher l'eau et les nitrates en profondeur, qui résiste mieux à la sécheresse, et en plus, le sorgho présente l'intérêt d'être résistant à la chrysomèle du maïs, Diabortica, qui pourrait se développer beaucoup plus avec l'augmentation de la température. Alors, problème de choix d'espèces, j'ai dit, il peut se voir en termes de type de photosynthèse. Vous savez qu'il y a deux grands types de photosynthèse parmi les plantes cultivées. Les plantes qui ont une photosynthèse en C3, c'est-à-dire dont la photosynthèse conduit à un premier composé chimique à 3 carbones, donc avec le blé, la betterave, le soja par exemple, alors que les plantes avec une photosynthèse en C4, le premier composé chimique formé après la photosynthèse, c'est un acide carboné en C4. Hein. Donc on a le maïs, le sorgho, la canne à sucre. Bien, les plantes en C3, ils ont cette particularité qu'elles réagissent à la fois à la température et au CO2, et elles ont leur efficience de la photosynthèse, c'est-à-dire l'énergie lumineuse qui va être transformée en matière sèche, hein, eh bien, qui diminue assez fortement avec la température. Par contre, elle bénéficie d'un enrichissement en gaz carbonique, et donc cet enrichissement en gaz carbonique peut compenser la perte d'efficacité due à l'augmentation de température. Par contre, les plantes en C4, on voit, elles réagissent beaucoup moins à la température, voire même pas du tout au niveau d'un optimum. Elles ont un optimum très très large. Hein. Et donc, les plantes en C4, en plus, présentent l'intérêt d'avoir une meilleure gestion de l'eau, une meilleure économie de l'eau. Hein. Donc, elles peuvent être intéressantes dans certaines situations. Il faut savoir qu'il y a eu des expériences de transformation, par exemple, du riz, qui est une plante en C3. On a essayé de le transformer en plante en C4. Alors, la troisième solution, je viens de l'évoquer avec le problème du riz, c'est de sélectionner des variétés donc plus résilientes, c'est-à-dire mieux adaptées aux variations climatiques et extrêmes. Alors, ça peut concerner l'économie de l'eau, hein, et avec des plantes tolérantes à la sécheresse. Des progrès relativement importants ont déjà été faits par sélection conventionnelle, mais on sait que par l'utilisation d'outils comme la transgénèse, il est possible d'aller encore beaucoup plus loin. On peut mettre au point des plantes tolérantes aux températures élevées, et c'est particulièrement important sous nos latitudes pour les céréales, comme le blé, et qui sont sensibles aux températures élevées, surtout dans la phase de remplissage du grain. Si on prend une année comme 2015, qui a été très favorable au blé, il n'y a pas eu de stress hydrique très fort pendant la phase de remplissage du grain, conséquence du fait que le blé a bénéficié d'une photosynthèse relativement élevée,
avec un réchauffement du printemps très très proche, et on a eu des rendements relativement élevés. Alors on peut mettre au point des variétés qui vont bien valoriser l'azote avec le recours aux mycorhizes, et voire même, pourquoi pas, c'est plus une utopie, un blé fixateur d'azote. Quant aux maladies qui risquent de se développer beaucoup plus, il faut viser des résistances durables pour avoir des économies d'énergie et de fongicides. J'ai parlé des associations interspécifiques, graminées et légumineuses par exemple. Eh bien, il va falloir sélectionner des variétés adaptées à ces associations. La variabilité génétique existe. On a les outils pour aller plus vite. Les outils, c'est les marqueurs moléculaires, la génomique, les biotechnologies, le phénotypage au débit. Il faut les utiliser tous. Alors, en conclusion, André Neveu a bien montré qu'au niveau mondial, le changement climatique augmentait le risque de pénurie alimentaire et qu'il peut même y avoir un problème de surface disponible pour l'agriculture. Je vous ai montré aussi que des solutions agronomiques sont possibles pour limiter l'émission de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique, avec le rôle particulier des légumineuses. Cependant, il y a urgence à réagir de la part de la recherche, et cette réaction doit mettre en œuvre des agronomes, des généticiens et des bioclimatologistes. Merci de votre attention. Merci donc à André Neveu et André Gallet de ces deux exposés extrêmement complémentaires, très riches, et qui en plus sont tenus parfaitement dans les 20 minutes, ce dont je les remercie. Nous avons maintenant l'intervention suivante et sur les forêts et le changement climatique. C'est la première partie sur les dynamiques forestières et les impacts, avec donc les 3 membres correspondants de l'Académie, Jean-Marc Guel, Sylvie Alexandre et Jean-Luc Perrault. Donc vous êtes répartis. Oui. On va faire donc... merci Monsieur le Président, bonjour à tout le monde. Donc en fait on va se partager le travail, je vais faire la partie 1 sur les processus plutôt naturels, donc dynamique forestière et les impacts, et Jean-Luc Perron va parler de la partie plus active humainement face à cette problématique. Donc la problématique des forêts par rapport au changement climatique est plutôt complexe, parce que les forêts sont-elles une cause d'accélération du changement climatique, ou contribuent-elles à ralentir et atténuer son évolution, puisque d'un côté on parle beaucoup de déforestation et de dégradation forestière, surtout sous les tropiques. Donc ça contribue à augmenter l'effet de serre, même si le rythme se ralentit. Et d'autre part, on parle beaucoup dans les pays développés de la séquestration du carbone, puisque les forêts s'étendent et deviennent plus matures. Donc on voit que globalement le problème est complexe. D'autre part, comment les forêts peuvent-elles à la fois subir, on verra les impacts des changements climatiques sur les forêts, et contrer le changement climatique, comment contrer cela, et également quel compromis établir entre l'utilisation accrue de la biomasse ligneuse comme ressource carbonée non fossile et renouvelable, et le stockage, puisque chaque fois qu'on utilise de la biomasse ligneuse, notamment dans les forêts constituées, on diminue le stockage en forêt, donc la séquestration du carbone en forêt. Donc ça, c'est Jean-Luc Dupré qui va nous donner quelques éléments de solution. Il y a toutefois une simplification, en gros, c'est que on a vu tout à l'heure le rôle des gaz à effet de serre autres que CO2, donc protoxyde d'azote ou méthane notamment. Dans le cas des forêts, en première approche, on peut considérer qu'il n'y a que la question du CO2 concernant le changement climatique. Je ne parle pas le rôle des forêts dans le climat, mais pour le changement climatique. Ça peut se discuter, mais en gros, voilà ce qu'on peut admettre. Quelques caractéristiques générales des forêts. Donc les forêts, c'est 4 milliards d'hectares, 31% des surfaces continentales.
Dans les dynamiques forestières, on a depuis 25 ans moins 130 millions d'hectares, c'est-à-dire moins 3%. Alors, derrière ce chiffre global, dans les tropiques, c'est plus prononcé, c'est moins 10% en termes de réduction des forêts primaires. Et on a une progression des forêts plantées de l'ordre de 4-5%, je pense, qui est très importante. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Les forêts sont des écosystèmes parmi les plus riches en espèces et en diversité génétique. Donc on a affaire à une gestion peu intensive, sans intrants artificiels. Ça rejoint un peu le fait qu'il n'y a pas d'émission de N2O, par exemple, par les forêts. On a des écosystèmes dominés par des processus naturels et avec des communautés vivantes qui restent sauvages, c'est-à-dire non domestiquées, le plus souvent, sauf dans le cas des plantations. Ça, c'est une caractéristique majeure. Voilà. Dernier point, les forêts sont des systèmes avec une très forte densité en carbone. Donc, on va chiffrer ça, 224 tonnes de carbone par hectare en moyenne. Donc, dans la biomasse vivante, la morte et la matière organique des sols, partie sol est très importante pour les forêts, je ne rentre pas dans les détails. Donc, les forêts représentent 60 à 75% du carbone de la biomasse végétale et 40 à 53% du carbone de la biosphère terrestre, soit près de 860 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent du carbone du CO2 atmosphérique. De plus, comme il y a des échanges très intenses entre ces deux compartiments, on comprend le rôle des forêts dans l'atténuation du changement climatique. Bon, après, je vais passer très vite, des considérations très, très générales. 13 millions d'emplois, pour donner l'importance socio-économique des forêts, 13 millions d'emplois dans le secteur forêt-bois structuré, 40 millions dans le secteur informel, et 1,2-1,4 milliard selon la FAO, chiffre récent, FAO 2015, donc de personnes qui dépendent des forêts directement pour leurs besoins en nourriture, fourrage, combustible ou habitat. Et puis donc la question des services, les nombreux services écosystémiques, donc en dehors de la biodiversité dont on a déjà parlé, peu tangibles économiquement et qui contribuent au bien-être humain. Voilà, des choses assez connues. Donc. Alors, pour le rôle des forêts, de la dynamique des forêts dans le bilan de carbone global, je voudrais partir de ce schéma très général qui donne l'évolution depuis, il n'y a pas les dates. Donc du coup, je mets tout. Ça part en gros depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à l'actuelle. Donc en haut, on a les émissions de CO2 liées à l'utilisation de combustibles fossiles d'une part, et d'autre part, donc la partie en brun, liée au changement d'utilisation des terres, dont la déforestation. La déforestation fait partie de ça. On voit que tendance un peu à diminuer au cours des dernières décennies ou années. Et en bas, on a la contrepartie, c'est la destinée de ce CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Donc il y a trois compartiments qui sont distingués. En bas, donc, en bleu, les océans. Donc ça, sans être spécialiste, donc apparemment on peut chiffrer ça de façon assez fiable et précise. Deuxièmement, il y a l'atmosphère. Ça se mesure à partir des mesures en concentration en CO2. Et la troisième partie qui nous intéresse particulièrement, ça s'appelle donc appelé ici la pluie résiduelle terrestre, donc avec, vous voyez, ces grandes fluctuations. Alors, peut-être résiduel en termes de calcul, parce qu'il est obtenu par différence par rapport au reste, mais en termes de fonctionnement, c'est plutôt l'atmosphère qui est résiduelle, puisque le système terrestre a ses propres déterminants, et voilà, donc c'est un petit peu le terme de résiduel là, qui est un peu gênant des fois. Voilà, donc on remarque qu'il y a ces variations en dents de scie très, très importantes pour la partie terrestre. Alors ce n'est pas du tout des erreurs, puisqu'on a mesuré, donc je reproduis là sur le schéma du bas, ces variations en dents de scie depuis 1960. Et la chose remarquable, c'est qu'on arrive à expliquer pas mal à l'aide de modèles de couverture végétale basés sur les
processus d'échange de carbone, on voit que ça colle bien avec cette évolution en vert. Donc cette courbe, elle est influencée par le climat, et notamment par les phénomènes El Niño, La Niña, et tout le reste, hein, les sécheresses en Europe, tout le système mondial. Donc voilà, ça c'est, je pense, un résultat majeur qui montre l'importance des couvertures végétales dans cette régulation. Et le point suivant que je voudrais montrer, c'est l'importance des forêts dans ce puits de carbone résiduel, enfin pas résiduel, si on veut, dont on vient de parler. Donc, puisqu'il y a des travaux, vraiment, cette étude-là, parue dans la revue Science, c'est vraiment une étude collective qui tend à montrer que ce puits de carbone terrestre est très majoritairement lié aux forêts. Hein. Donc, on donne quelques chiffres. Donc, donc on a les sources et les puits de carbone en milliards de tonnes de carbone par an pour la période 90-2007. Les valeurs positives, c'est des puits de carbone, donc ça rentre dans les systèmes terrestres, et les sources, c'est des valeurs négatives. Donc les forêts boréales, bilan positif, hein, leur productivité augmente. Les forêts tempérées, pareil, résultat positif. Elles s'étendent, mais surtout elles deviennent plus matures. On y reviendra tout à l'heure. La productivité a eu tendance à augmenter. Les forêts tropicales non perturbées, non affectées par la déforestation ou la dégradation, ça représente également un puits important, un 19. Et donc le total du puits de carbone des forêts établies, c'est-à-dire non perturbées, c'est 2,41, avec une marge d'incertitude assez élevée. Et après, donc, on a la déforestation, les émissions brutes de déforestation qui sont très, très largement tropicales, hein, forêt primaire boréale est très peu affectée, par exemple. Et on a une composante qui est importante et qui est la croissance des forêts tropicales après les perturbations. Parce que si on prend uniquement le chiffre brut de déforestation, vous voyez, les moins 2,94, ça ne donne pas une bonne idée du vrai impact des déforestations. Il faut tenir compte de ce qui repousse après les dégradations ou les déforestations éventuellement, quand ce n'est pas transformé dans d'autres systèmes. Et donc vous voyez le bilan des émissions nettes des forêts tropicales perturbées, c'est moins 1,3. Et quand on fait le bilan total, eh bien on tombe sur 1,11 milliard de tonnes de carbone par an. Donc là, le total du puits de carbone des forêts établies, là on a l'équivalent du puits de carbone terrestre que j'ai montré sur la diapo précédente. Et si on s'intéresse maintenant au puits net de carbone global des forêts, selon cette approche, on trouve 1,11 milliard de tonnes de carbone, soit à peu près 4 milliards de tonnes de CO2, et donc je vais dire 4 milliards d'hectares de forêt, donc en gros c'est 1 tonne de CO2 par hectare et par an. Voilà, on trompe sur ce chiffre. Donc là on a la répartition régionale pour les différentes forêts. Et je voudrais quand même citer cette approche précédente, donc, qui est basée sur des inventaires forestiers, la modélisation statistique et la télédétection, peut être comparée avec les résultats de la FAO, donc, qui ont été publiés en 2015, très, très récemment. Et cette étude-là, elle montre non pas un puits de carbone de 1,11 milliard de tonnes, mais un résultat non globalement, enfin non significativement différent de zéro, parce qu'elle ne tient pas compte du puits de carbone des forêts tropicales non perturbées. Les inventaires ne sont pas bons pour cette région-là. Juste pour dire que le débat n'est peut-être pas complètement clos. Voilà. Alors sur les impacts du changement climatique, donc je voudrais partir de ce résultat, ça a déjà été
bien, un des premiers résultats sur les effets du changement climatique est à placer dans le cadre des changements globaux. Et là, le constat, ça a été pour le hêtre et d'autres espèces dans le nord-est de la France, une augmentation de la productivité. Donc c'est un résultat qui a été généralisé à l'ensemble de l'Europe. Et les causes, c'est l'augmentation du CO2 atmosphérique, le réchauffement, donc qui allonge la saison de végétation, et la fertilisation par les dépôts atmosphériques azotés, notamment la pollution. Juste, bon, c'est quelque chose qui a été déjà introduit précédemment. Si on se place dans les conditions plus sèches et on considère dans l'évolution au cours du temps de la productivité du chêne pubescent dans le sud-est de la France, à ce moment-là, on a une décroissance. Donc là, on est dans une situation où c'est les effets de sécheresse qui prédominent dans l'évolution de la productivité en fonction du temps. Voilà. Je vais passer sur... c'est à partir de l'évolution du climat, on peut, à l'aide de modèles de niches écologiques des espèces, calculer l'évolution des aires climatiques potentielles, sachant que pour une augmentation de 1 degré, on a un déplacement vers le nord de 150 km. Donc voilà, donc la caractéristique majeure, c'est que la migration des espèces, et des arbres notamment, ne pourra pas suivre cette vitesse au cours de la dernière période, enfin après la dernière période glaciaire. Les arbres ont mis 5000 ans pour parcourir l'ensemble de l'Europe du sud vers le nord. Donc le changement climatique est beaucoup plus rapide et ne pourront pas le faire, d'où des situations de déséquilibre. Et là, comme je suis bien en retard, je pense, c'est ma dernière diapo. Donc, par contre, de façon contrastée avec cette vitesse de réponse lente des arbres, eh bien, les organismes bioagresseurs, eux, réagissent très vite, et peuvent d'ailleurs s'adapter aussi génétiquement très vite. Donc je donne l'exemple dendroctone du pingouin au Canada, donc, qui, en lien avec le réchauffement climatique et les hivers plus doux, a réussi à franchir les rocheuses et fait des dégâts très très considérables sur les forêts au Canada. Ça induit une mortalité des arbres et donc induit des feux forestiers très, très importants. C'est pour illustrer le rôle aussi des effets catastrophiques, des situations extrêmes liées au changement climatique. Voilà, je finis. Des effets avérés maintenant bien établis, je pense que c'est un des changements au cours des dernières années. Difficulté des approches prédictives en raison des fortes incertitudes sur le climat futur. Or, le temps long des cycles forestiers nécessite l'anticipation. Et dans le futur, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout développé, mais on a, du fait du changement climatique, les risques de rétroaction des forêts amazoniennes et boréales sur le climat, puisque ces forêts pourraient se transformer d'une situation de puits de carbone en situation de source de carbone, donc accentuer la vitesse de l'augmentation du changement climatique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment vous êtes partagé le temps, mais là, bon. Donc, la parole est à Jean-Luc Perron. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai essayé de prévoir court. Donc, si je ne dérive pas trop, si je ne brode pas trop, ça devrait à peu près tenir dans les temps. Donc, Jean-Marc a parlé plutôt des processus naturels et je vais me concentrer plus sur les mesures d'adaptation et d'atténuation, donc un double défi pour la gestion forestière face au changement climatique. Et puisque Jean-Marc a terminé sur les impacts du changement climatique, je vais commencer par l'adaptation. Donc la question qu'on peut se poser d'abord, c'est pourquoi s'adapter? Si on distingue l'adaptation des écosystèmes de l'adaptation des sociosystèmes, et si je me concentre plutôt ici sur les adaptations
des sociétés par rapport aux écosystèmes forestiers. Donc l'adaptation spontanée est insuffisante, Jean-Marc vient de le dire, même si les aires de distribution potentielles sont censées évoluer rapidement sur le territoire avec l'augmentation de température, ce n'est pas exactement ce qu'on observe, donc il y a un retard d'évolution de l'adaptation spontanée en fait. D'autre part, il est important de se dire que les sociétés attendent des écosystèmes forestiers un certain nombre de services écosystémiques et que ce n'est pas le tout que les forêts subsistent. Je pense qu'elles subsisteraient sous une forme ou sur une autre, parce qu'elles subsistent et qu'on continue à fournir les services écosystémiques qu'elles ont fournis jusque-là. Et en particulier la fourniture de bois, mais aussi la régulation du climat, et c'est là qu'il y a une liaison qui intervient entre les deux défis d'adaptation et d'atténuation, et je reviendrai tout à l'heure. Et puis, il faut aussi s'adapter parce qu'on pourrait avoir des changements d'une très grande ampleur, et il y a une certaine incertitude à ce sujet, et là je reviens sur les scénarios qu'a présenté tout à l'heure Hervé Le Treut. Alors ce n'était pas exactement la même courbe qu'il le présentait, mais c'était des courbes correspondantes. Donc l'anomalie de température ici sous les différents scénarios, alors les nouveaux scénarios du GIEC, donc dit RCP, ils sont numérotés suivant le renforcement du réchauffement et du pouvoir radiatif. Donc si on se tenait au scénario cible, j'allais dire, de l'accord de Paris, on serait sur les courbes bleues. Donc ici, les scénarios sont représentés de 1850 à 2300, ce qui est une amplitude à la mesure de la foresterie, ou au moins jusqu'en 2200, c'est intéressant. Donc on peut imaginer qu'on s'en tienne à l'accord de Paris, mais pour simplifier un peu, je dirais qu'il a montré, Hervé Le Treut, que les contributions volontaires pour l'instant des États ne faisaient pas tout à fait l'affaire, donc on peut imaginer qu'elles concernent plutôt la deuxième courbe en turquoise. Et si jamais les engagements volontaires n'étaient pas réalisés, eh bien, on évoluerait vers d'autres scénarios. Et à l'échelle de 2200 ou 2300, vous voyez que l'écart se creuse considérablement. Et donc, il y a un risque énorme pour les forêts. Et vous l'imaginez bien, des différences d'adaptation considérables entre ces différents cas. Donc, même si on peut avoir confiance dans l'accord de Paris, je pense qu'il faut aussi imaginer qu'il pourrait très bien ne pas être réalisé à un moment ou à un autre et raisonner aussi l'adaptation dans un contexte de précaution par rapport à l'avenir. Alors, comment s'adapter très rapidement? Une première idée peut être de diversifier, mais la première que j'ai marquée ici n'est pas souvent annoncée, c'est de diversifier les objectifs. J'ai dit que la forêt fournissait un certain nombre de services écosystémiques. Eh bien, si elle ne fournit pas que du bois, mais aussi d'autres services, on peut imaginer qu'un intérêt substantiel pour la forêt peut se maintenir. Et si ces autres services sont par ailleurs rémunérés à la hauteur des efforts qu'on ferait pour les atteindre, ça pourrait être intéressant aussi. Donc, le paiement des services environnementaux peut être intéressant non seulement sur le carbone, mais sur les autres services écosystémiques fournis par les forêts. Alors, on a toujours cherché en forêt à adapter les essences, provenance, variété à la station. La question se posait surtout quand on voulait changer d'essence. Avec le changement climatique, il faut se poser la question partout et en tout lieu, est-ce que dans les nouvelles conditions, les essences seront toujours adaptées à la station? Forcément, puisqu'elles doivent être adaptées à la station aujourd'hui et demain, on a plutôt tendance à avoir moins d'essence disponible pour effectuer la foresterie. Et donc, on va chercher à utiliser la palette des essences dans toute sa diversité si on veut diversifier les essences, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais parallèlement, on peut imaginer aussi l'enrichir pour lutter contre cette réduction liée au changement climatique. Et puis, on peut aussi lutter contre cette réduction en raccourcissant les cycles lorsque c'est envisageable pour que l'écart entre aujourd'hui et demain, si je puis dire, se réduise et que donc on ait aussi moins d'essence éjectée, ou d'essence provenance ou variété éjectée de la palette des choix. Un autre aspect, c'est d'adapter la sylviculture, donc les âges d'exploitabilité, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire réduire les cycles.
Mais il faut aussi imaginer gérer les mélanges avec plusieurs solutions à disposition, divers patterns spatiaux, par rapport aussi à la propriété forestière. Est-ce que on va essayer de diversifier les attitudes entre différents propriétaires forestiers, par exemple? La gestion de la diversité des espèces ne doit pas faire oublier que la gestion de la biodiversité aussi peut être utile. Alors ça peut être pour éviter des problèmes sanitaires, ça peut être aussi pour créer des corridors, etc. Alors la gestion de l'eau est également importante et souvent on y pense en termes de réduction des densités pour à réserve hydrique donnée, à arriver à maintenir des surfaces de forêt plus importantes. Alors également, cette adaptation, elle ne peut pas se passer d'un bon fonctionnement de la filière. Donc si on doit changer des essences, il faut qu'on ait un secteur des pépinières et des reboiseurs qui fonctionnent parfaitement bien. Et de toute façon, une grande partie de la gestion forestière passe par des coupes de bois. Et donc, pour arriver à atteindre les objectifs, il faut avoir un bon fonctionnement des industries, des marchés et des débouchés du bois. Enfin, même si on avait une action assez datante, il faut imaginer qu'on va avoir des crises et donc mieux vaudrait s'y préparer par une surveillance importante, éventuellement l'assurance et des plans de prévention. Alors cette analyse-là rapide, ce petit résumé de mesures d'adaptation, on peut essayer de le croiser par des grands types de situations qu'on peut rencontrer au niveau mondial. Donc Jean-Marc a présenté à parler de la forêt au niveau mondial. Donc il y a d'une part les forêts primaires, donc sur 32% des surfaces, donc des 4 milliards d'hectares de forêt au niveau mondial. Donc là, on va laisser fonctionner les processus évolutifs naturels. Par contre, il y a un intérêt fort à surveiller ces zones-là, les observer, analyser leur évolution, et donc il y a un enjeu cognitif important, et c'est, je pense, nécessaire de le signaler au sein d'une communauté comme l'Académie d'agriculture qui est proche de la recherche. À l'autre extrême, donc on a des forêts de plantation qui, elles, sont en forte augmentation, elles ont à peu près doublé depuis les années 80. Elles sont plutôt dévolues à la production et elles produisent une partie significative du bois utilisé. Donc là, on a, j'ose pas dire, une certaine facilité pour raisonner l'adaptation, mais on est plus sur un schéma agricole, on peut plus raisonner en termes de changement d'espèce ou d'écotique, de réduction des cycles. On a sans doute moins de problèmes d'acceptabilité sociale des changements qu'on va introduire aussi dans ces zones-là. Et puis tout le reste, c'est de la forêt, des forêts qu'on appelle ici semi-naturelles, donc qui représentent l'essentiel, donc 61% des surfaces de forêt mondiales, qui sont généralement, majoritairement régénérées de façon naturelle, et avec une grande variété de pratiques, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Grossièrement, on a deux options ici, soit de maintenir cette régénération naturelle en sélectionnant néanmoins les essences qui nous semblent les plus adaptées lors des interventions sylvicoles et en maintenant de la diversité. Et puis il y a une autre option qui est de dire ça ne va pas, une telle attitude peut ne pas suffire, et donc il faut organiser une transition plus ou moins douce vers une forêt de plantation ou partiellement de plantation par des techniques de type migration assistée, introduction d'essence en mélange ou en plein, avec de toute façon un effet qui sera progressif parce qu'en forêt on ne peut jamais tout changer en même temps, et donc on change un centième, un 200e, un 50e toutes les années selon l'âge d'exploitabilité de l'essence dont on s'occupe. Alors ma dernière remarque sur l'adaptation, c'est que, et qui rejoint le titre des diapositives, qui était que c'était un enjeu actuel.
Donc dans tous les cas, c'est dès maintenant qu'il faut envisager l'adaptation. Et ça, c'est peut-être ce qui distingue quand même la foresterie d'autres secteurs. C'est partout évident que l'atténuation, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Pour l'adaptation, c'est peut-être un peu moins vrai pour certains secteurs, et c'est très vrai pour la foresterie. En guise de transition, je vous ai juste signalé cet ouvrage qui est paru en 2015, donc sous l'égide de l'ONERC, donc l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, qui existe sur Internet très facilement pour ceux qui voudraient aller plus en détail. Alors le deuxième défi, donc, c'est l'atténuation, avec des mesures en cascade. On verra pourquoi par la suite. L'atténuation, d'abord, elle est plurielle. Donc là, on va insister beaucoup sur le CO2. Il y a d'autres gaz à effet de serre. Jean-Marc en a parlé. Il y a d'autres phénomènes, d'autres cycles qui interviennent que les cycles des gaz à effet de serre. Il y a le cycle de l'eau, il y a l'énergie et l'albédo qui peuvent intervenir. Il y a des études qui ont été faites sur ces aspects-là, mais qui sont encore rarement intégrés dans l'ensemble des approches. Donc on va se focaliser sur le carbone et le CO2. Alors un aspect important qui a déjà été mis en exergue par Jean-Marc, c'est la gestion des stocks de carbone, donc qui constitue ce qu'on peut appeler la séquestration de carbone. Donc on a noté l'importance des stocks de carbone en forêt et puis aussi le poids de la déforestation et de la dégradation des forêts sur les émissions globales de gaz à effet de serre. Donc pour ces aspects-là, on a envisagé depuis longtemps le processus RED de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Et puis dans les forêts tempérées ou du Nord, on a plutôt un puits de carbone, et en particulier parce que le prélèvement de bois est relativement faible devant l'accroissement naturel des forêts, ou ce qu'on appelle la production biologique. Alors là, on a introduit une comptabilité séparée des émissions pour en tenir compte, mais en considérant qu'on était dans un domaine de l'usage des sols qui était assez différent des domaines industriels ou énergétiques. Et on verra tout à l'heure que ça peut poser quelques problèmes, ou en tous les cas qu'on s'en est posé avec ça. Parallèlement à la gestion des stocks de carbone, il y a l'exploitation forestière qui affecte cette gestion des stocks, qui est très, très importante pour satisfaire notamment la production de bois, et qui vient mécaniquement, j'allais dire, réduire le puits de carbone. Alors d'autant plus que là aussi, on a une règle qui consiste, à sortir de la comptabilité le bois dès qu'il est coupé, alors que donc, dans la réalité, donc vis-à-vis de l'atmosphère, il y reste encore un certain temps, soit dans des rémanents en forêt, soit dans les produits en bois qui seront fabriqués le cas échéant. Simplement, cette règle, elle est très utile pour ensuite ne pas recomptabiliser des émissions lorsqu'on brûle le bois, par exemple, dans une utilisation énergétique à la sortie des chaufferies. Ce n'est pas la peine de la comptabiliser une deuxième fois, puisqu'on l'a déjà comptabilisé à la sortie de la forêt où c'était plus facile, finalement. Et donc, on a donc également cette règle-là avec une neutralité carbone qui a un sens un peu différent de celui que lui a donné Hervé Le Treut tout à l'heure. Alors, un deuxième rôle de l'exploitation forestière, c'est de fabriquer des produits en bois ou de fournir du bois de feu, et donc d'éviter les émissions qui sont dues à l'utilisation de matériaux ou énergies qui sont moins sobres que le bois et qui donc, pour un usage identique, contribuent à émettre plus de gaz à effet de serre que le bois ne le fait. Donc c'est un effet de substitution qui peut être matériaux ou énergie. Et puis également, l'exploitation forestière permet de poursuivre, de maintenir, de renforcer le stockage de carbone dans les produits en bois. Alors, donc le schéma un peu global que je sors ici de réflexion, qui est à la fois ni trop simple ni trop compliqué, du moins je l'espère, c'est celui-ci, avec la forêt qui est en liaison avec les autres occupations des sols et des activités de défrichement, reboisement, les produits
du bois qui sont en interaction avec les autres matériaux et les autres énergies avec lesquelles ils peuvent se substituer. La forêt produisant d'ailleurs d'autres services que j'ai cités aussi tout à l'heure. Donc on a les impacts du climat et les actions d'adaptation. On a au niveau de l'usage des sols des absorptions et émissions, donc qui sont plutôt, vous l'avez compris, des absorptions au niveau forestier et plutôt des émissions au niveau agricole. Et puis l'atténuation a un autre volet qui est celui de réduire les émissions. Je dirais le drame un peu de la foresterie, c'est la difficulté qu'il y a à relier ces deux aspects de l'atténuation. Et même quand on lit l'accord de Paris, il nous parle des puits de carbone à un moment, donc de l'absorption-émission, en disant qu'il faut les maintenir ou les renforcer. Et d'un autre côté, il faut réduire les émissions. Mais en foresterie, ce qui nous intéresserait fréquemment, c'est comme on n'a pas exploité tout l'accroissement biologique de la forêt, qu'on a un taux de prélèvement, par exemple en France, qui est de 50%, mais en Europe, peut-être, il est en moyenne de 65%, il est aussi relativement faible. On pourrait imaginer de récolter plus de bois, ce qui mécaniquement réduirait en fait le puits de carbone, mais qui serait plus que compensé, du moins on l'espère, par les émissions qu'on éviterait de ce côté-là. Et si on lisait strictement les textes, ce raisonnement-là est interdit. En fait, on ne voit pas pourquoi il serait interdit si on a à gagner au niveau du climat de la planète. Donc s'il y avait un petit progrès à faire dans les textes, ça serait d'ouvrir cette possibilité de réduire quand même les puits pour éviter plus d'émissions. Alors la filière forêt-bois, donc la partie qui sur mon graphique précédent était représentée en bioénergie et bioproduits. Si je la détaillais, j'aurais quelque chose d'un peu plus compliqué. Ici, toutes les flèches pleines représentent les flux de bois classiques, mais tout ce qui est en pointillé, c'est du recyclage, de la récupération des produits fatals ou connexes. Et il y a toute une intelligence de gestion de cet ensemble qui appelle donc les mesures en cascade que j'ai dites et qui peuvent permettre d'augmenter l'effet d'atténuation de la filière forêt-bois par rapport au changement climatique. Donc, finalement, cette atténuation et ces mesures, ça consiste d'abord à arbitrer entre séquestration et substitution, c'est ce que je viens de dire en regrettant un peu les limites de l'accord de Paris. En fait, maintenir le puits de carbone, c'est efficace à court terme, mais à moyen ou long terme, ça ne l'est pas forcément. Et peut-être que même à court terme, un effet de substitution peut compenser la réduction du puits. Donc ça pose un problème parce que la gestion de la forêt du coup n'est pas durable. Si on n'exploite pas l'accroissement, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la gestion durable. Ça présente un problème de vulnérabilité au risque, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des grosses émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Et il y a des exemples de ce type-là au Canada avec des attaques biotiques. Et puis, même du point de vue du bilan de carbone, ce n'est pas forcément la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Un enjeu important, c'est d'améliorer la substitution. Alors, dans ce domaine-là, on a mis le paquet sur l'énergie, mais je pense qu'il faut insister sur le fait que la substitution matériaux est probablement plus intéressante. D'abord parce que le facteur de substitution est en général aussi bon, sans doute même meilleur. Alors là, je ne cite pas de chiffres parce que il y a des études qui sont en train de sortir au niveau français, au niveau européen, qui vont produire des chiffres qui évoluent un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait. On utilisait toujours une méta-analyse de 2010, donc qui se fie sur des chiffres de 1990 à 2010, qui commencent à être un peu anciens. Là, dans quelques temps, on aura des informations meilleures. Le matériau, il a aussi la possibilité d'être recyclé, récupéré, comme je l'ai dit, et valorisé en fin de vie, éventuellement sous forme énergétique. Donc là, on retrouve la substitution et énergie. On peut améliorer les procédés, le fonctionnement en cascade, donc, et les utilisations du bois, les développer. Je n'ai pas cité ici le fait que si on augmente la substitution en développant l'usage du bois, on augmente aussi le stock de bois sur lequel on a souvent mis beaucoup l'accent, mais qui vient dans le sillage de la substitution. Et puis donc on est en train d'améliorer la connaissance effectivement en développant des analyses de cycle de vie.
Donc l'idée là, c'est de progresser vers une aide à la décision qui s'émanciperait des règles comptables qui ont eu tendance à se focaliser sur le puits de carbone et à développer le puits de carbone et à se focaliser sur la neutralité carbone et à développer les domaines énergétiques. Donc ma dernière diapositive est pour dire qu'il y a un double défi d'adaptation et d'atténuation, que pour le satisfaire, le relever, on pourrait se fier à des bilans carbone complets, évalués dans le temps sous divers scénarios climatiques et de gestion. Donc c'est comme ça qu'on peut prendre des décisions, c'est en voyant quel est l'effet sur le bilan de carbone de la forêt au cours du temps, parce que forcément il faut intégrer le facteur temps dans l'analyse, et selon l'effet du changement climatique qui va altérer ce bilan de carbone, ou de l'adaptation qui va l'améliorer. Donc, je l'ai dit, une action immédiate s'impose aussi bien pour l'adaptation que pour l'atténuation. C'est aussi un défi pour la gestion durable des forêts et pour le développement durable au-delà du simple changement climatique, en quelque sorte. Donc, c'est prendre en compte l'ensemble des services écosystémiques et toutes les attentes sociales, prendre en compte aussi les liaisons entre les forêts, les autres usages du sol et l'ensemble des activités économiques. Et puis, c'est évidemment un défi pour la recherche. On a mentionné la complexité, les connaissances sont encore lacunaires. Et il y a de grosses incertitudes, en fait, alors qu'on peut traiter, mais on ne peut pas toutes les traiter. Toutes celles qui sont sur les scénarios futurs de changement climatique, c'est un peu difficile. Et donc aussi, il faut arriver à gérer cette incertitude. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci donc à Jean-Luc Perron d'avoir traité cette partie. Et donc, nous avons actuellement l'ensemble des interventions qui sont prévues, qui sont terminées, mis à part la conclusion, bien entendu. Et je vais maintenant donner la parole à la salle pour les questions. Alors, en vous rappelant, pour les questions, il y a un micro qui va circuler, de vous tourner vers la caméra et non pas vers le public. C'est toujours la caméra est là. Hein, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. En général, pour les réponses, il faut se tourner vers la caméra. Et donc, j'attends les demandes de questions. Donc, j'ai vu Denis Couvet, première, Bernard Saugier, seconde, Jean-Marc Boussard, et puis on verra tout à l'heure. Hein. Denis Couvet, Denis Couvet. Et enfin, on peut se demander quand même s'il n'est pas nécessaire aussi si l'agriculture n'est pas aussi concernée par les souffrances culturelles. Donc ça, c'est une question qui s'adresse même à l'ensemble des conférenciers, c'est-à-dire dans quelle mesure, effectivement, d'aller plus loin, justement, réfléchir sur la forêt. Merci Denis Couvet. Qui souhaite répondre? André Gallet ou André Neveu? C'est une question? Non, pour répondre. Alors, François Capi. Bon, tu souhaites répondre? Non, mais ou apporter des éléments à la discussion? comme je fais partie du groupe de travail, je pense répondre. Et je voudrais rajouter à ce qu'a dit André Gallet sur les axes importants, je voudrais rajouter un axe qui est justement la réponse à ce que dit Denis Couvet, le changement de paysage agricole. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est la restructuration du paysage agricole pour à la fois fixer du carbone. Alors, quand je dis restructuration, c'est le parcellaire, c'est les haies, les bandes enherbées, la diminution aussi des tailles de parcelles, pour refaire ce qu'on pourrait appeler un remembrement écologique. Et ça, c'est important à la fois pour fixer du carbone et pour développer les autres services écosystémiques, dont certains reviennent à l'agriculteur. Bon, et on a eu en novembre 2014, on a eu une séance
où M. Collard, qui avait été président du phare, a fait une intervention, la séance était sur Ecophyto. Et M. Collard avait fait une intervention en disant comment il était passé de l'agriculture raisonnée à de l'agroécologie. Eh bien, c'était justement en transformant son paysage, le paysage de son agriculture. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que pour faire cet investissement structurel dans le paysage, il faut aussi que l'État aide à cet investissement. Donc il faut voilà ce que je voulais dire. C'est ce qu'on avait, on en avait déjà parlé dans le groupe de travail. C'est pour ça que j'ai pris la parole. André Gallet souhaite compléter la réponse ou donner un autre aspect. Non, c'est juste pour compléter la réponse. J'ai fait qu'aborder, effleurer le sujet. J'ai parlé de l'intérêt de la combinaison agriculture-élevage pour augmenter la fixation du carbone. Bon, bien évident que c'est facile à dire et ça c'est difficile à mettre en œuvre et ça demande un aménagement, un réaménagement du territoire complexe qui ne pourra se faire qu'avec, disons, des aides de l'État. On ne peut pas réintroduire l'élevage, par exemple, je vais être brutal, réintroduire l'élevage dans la région parisienne et le laisser en Bretagne. Hein, donc c'est l'ensemble de l'association agriculture-élevage qu'il faut revoir. Ça pose vraiment des problèmes d'aménagement du territoire, ça pose des problèmes de marché qui ne sont pas simples à résoudre. Merci. Donc, c'était sur l'adaptation nécessaire de l'agriculture. Bon, il est clair que si sur les bandes enherbées, on a vu un gros progrès, sur d'autres aspects, je crois que le mouvement n'est guère amorcé encore. Et quant aux aides de l'État, mon sentiment personnel est que aide-toi, le ciel t'aidera, dans un premier stade. Autre question, Bernard Saugier. Merci. C'est une question à Jean-Marc Guay. Il a parlé brièvement de l'importance du puits carbone représenté par les systèmes continentaux, dont la forêt représente représente sans doute une bonne moitié, peut-être plus, je ne sais pas. Et il a insisté aussi il a dit brièvement que si le réchauffement climatique devait devenir un peu trop important, certains modèles montrent que le puits continental deviendrait une source. C'est-à-dire qu'au lieu d'absorber, comme c'est le cas actuellement, à peu près 25% des émissions totales de gaz à effet de serre, ou de carbone pour être plus simple, de la planète, eh bien ça deviendrait une source. Alors vous imaginez ça, ce serait l'équivalent de 3 gigatonnes de carbone supplémentaires qui se retrouveraient dans l'atmosphère, en plus des 4,5 qu'on a actuellement. Alors, c'est évidemment une perspective qui n'est pas réjouissante et qui est même tout à fait inquiétante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, d'une part? Et puis, d'autre part, il y a souvent des discussions qui sont faites qui disent bon, ben, il suffit de planter des arbres et puis on évite des émissions de gaz carbonique. Il est clair que les gens qui travaillent dans le domaine sont convaincus qu'il faut considérablement limiter et arriver à annuler des émissions de gaz à effet de serre si on veut résoudre le problème. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est des aides et c'est de gagner du temps, mais ça ne résout pas le problème de fond. Merci Bernard. Je demande peut-être à Jean-Marc s'il veut bien. Merci Bernard Saugier. Qui souhaite répondre? Sylvie Alexandre? Merci. Bonjour à tous. Alors, j'ai laissé évidemment Jean-Luc et Jean-Marc présenter cette présentation à deux voix parce que ce n'était pas possible dans le temps imparti de faire à trois. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels votre question débouche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, pour faire écho à la présentation de Hervé Le Treul, je voudrais dire que la France
s'est dotée d'objectifs, mais aussi de moyens, et qu'elle est en train de déployer ces moyens. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a repris des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et elle a décidé d'une stratégie nationale bas carbone qui a fixé par secteur d'activité, et notamment aussi pour l'agriculture, pour l'industrie, pour le transport, pour le bâtiment, des objectifs de réduction, c'est-à-dire à la fois une trajectoire qui est de réduire les émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. Ça, c'est la trajectoire qui est compatible avec les itinéraires, les feuilles de route que nous a montré M. Le Treut pour la France. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle fixe donc des budgets carbone, c'est-à-dire des objectifs de réduction qui sont étalés dans le temps et qui sont fixés à chaque secteur. Et ensuite, on va s'occuper, dans les politiques publiques relatives à chaque secteur, l'agriculture, l'industrie, l'aménagement du territoire, la construction, les transports, de traduire ces objectifs chiffrés en politique publique incitative. Et comme vous le voyez, ça suppose la fameuse transition du système économique et du modèle de développement dont parlait M. Le Treut, ça suppose de la mettre en œuvre concrètement. Un exemple, en Suède, on a créé il y a des années une taxe carbone parce qu'on a fait une réforme fiscale globale et on a transformé un certain nombre d'impôts en taxe carbone qui a été progressivement augmentée et la Suède a réussi à diminuer considérablement ses émissions de gaz à effet de serre avec un système de fiscalité comme celui-là. Donc la France est dans ce cheminement. La stratégie nationale bas carbone a été adoptée par décret d'application de la loi de transition. Il y a une autre très importante programmation qui est celle de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fait en particulier appel à de la biomasse agricole et forestière pour substituer à des énergies fossiles. Ça aussi, c'est un exercice qui est adopté par décret, qui va l'être, et qui en plus fixe des objectifs à la fois quantifiés et dans le temps. Concrètement, sur la filière forêt-bois, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'organiser de façon collective, de façon interministérielle, c'est ce qui est en train de se faire autour de la politique forestière, mais de la politique aussi d'usage des produits bois, construction, énergie notamment, et puis avec la filière qui elle-même réfléchit à se structurer d'une manière un peu plus unifiée, on va dire, entre l'amont et l'aval. Et tout ça se concrétise par un contrat de filière qui a été passé entre les ministres. 4 ministres ont signé le contrat de filière en décembre 2014 et les organisations professionnelles. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on peut dire que, comme le disait Hervé Le Treut, je pense que la prise de conscience sur l'importance du secteur forestier, elle est maintenant acquise. La nécessité d'une dynamique collective et commune est également acquise. La recherche travaille aujourd'hui à un plan innovation 2025, par exemple, sur la modernisation de la filière forêt-bois depuis la sylviculture jusqu'aux derniers usages les plus innovants des produits. Et donc, un certain nombre d'exercices de politique publique sont de plus en plus corrélés entre eux. Le programme national forêt-bois, la stratégie nationale bas carbone, la stratégie de mobilisation de la biomasse, ce sont des exercices qui sont en train d'être élaborés pour concerner les 10, 15, 20 prochaines années et qui auront tous des déclinaisons régionales parce que nous savons que la problématique forestière est extrêmement différente d'une région à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que le problème est résolu, ça veut dire qu'il est pris en main. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Il y a une main qui s'est levée. Alain Perrier, est-ce que c'est pour une réponse ou une question? Si c'est une question, c'est plus tard. Si c'est une réponse. Une réponse, donc. Alain Perrier. Je pense qu'il y a toujours une très grande difficulté avec le bois. Et Sogier a bien relevé un des problèmes qu'il y a quand on parle de bois. Parce qu'on parle toujours de flux, on regarde qu'est-ce que ça va soustraire ou apporter. Mais en fait, il faut savoir que le bois, par nature, redeviendra, je ne dis pas poussière, mais redeviendra carbone, un jour ou l'autre. Et que ce qui est important, c'est finalement la constante de temps, la durée de vie de ce bois. Et on ne le voit pas apparaître. Or, tout bois qu'on va produire, donc les aménagements que Luc a présenté sur comment on peut faire durer un peu plus longtemps, c'est très bien. Mais de combien de temps? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans? C'est ça la chose essentielle. Et par conséquent, in fine, le stock est important. Si on renouvelle de façon
penser simplement à 50 ans. Alors momentanément, on peut avoir les 50 ans prochains qui peuvent être peut-être plus difficiles à mettre en route. On peut prévoir simplement l'allongement de certains stocks. Et ça peut être utile pour pas un cas. Mais in fine, ce n'est pas la solution. Et par conséquent, même ce qui est stocké dans le sol, il n'y a qu'une faible partie de ce qui est fixé dans le sol qui va durer 100 ans, 500 ans, 1000 ans. C'est de plus en plus petit cette partie-là. Ça redevient, par l'activité microbienne, ça redevient du CO2 dans l'atmosphère. Que devient donc la seule moyen, c'est de, en plus de ce stock vivant, c'est de trouver un stock. Une partie de cette matière organique va partir. Quand on le stocke sous forêt, ça part par les eaux, parce que certains acides humiques sont entraînés par les eaux. Et ces quantités d'acides humiques, où vont-elles? Peut-être elles vont aussi repartir en CO2, mais de temps en temps, elles vont être stockées dans les sédiments, au niveau des deltas en particulier. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose qui est stocké sur du long terme. Le dernier point, il faut produire du bois et arriver à le stocker. Comment? Est-ce qu'il faut l'enfouir dans des systèmes où il n'y aura pas de perte? C'est ça qu'il faut faire. Dans les fonds marins, je ne sais pas. Il y a une recherche à faire sur ce problème. Merci. Je crois que ça appelle Jean-Luc Perron, comme vous voulez. Bon, notre collègue n'a pas parlé de la houille. Je voulais juste dire un mot. Moi, il me semble que pour aider la décision, il faut arriver à présenter des visions intégrées. Et donc, il y a toutes les possibilités et tous les moyens d'action, mais la vision intégrée, pour moi, elle passe par une projection dans le temps du bilan carbone de la forêt, compte tenu de tout ce qu'on sait et des durées de résidence du carbone, effectivement, dans les différents compartiments auxquels on s'occupe et des effets d'émission. Et après, personnellement, je pense qu'il ne faut pas vouloir conclure trop rapidement, hein, parce que ce n'est pas forcément pour dans 300 ans qu'il faut régler le problème. Peut-être que c'est vraiment sur une fenêtre de tir de 2020-2060 sur laquelle il faut vraiment intervenir. On peut imaginer qu'après 2100, on aura réglé nos problèmes énergétiques, mais en fait, j'en sais rien, je ne sais pas si quelqu'un le sait. Et peut-être que relarguer du carbone en 2100, c'est peut-être plus grave du tout, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il faut avoir cette fresque historique en tête et la projection du bilan carbone, de mon point de vue, en tête. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc, Jean-Marc Boussard, ensuite il y aura Michel de Galbert et Dominique Pécou, et puis après, il y a peut-être d'autres mains qui vont se lever. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a deux grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les combustibles fossiles d'un côté et l'agriculture de l'autre. Et l'agriculture s'en présente de 25% à des combustions d'énergie, de sources fossiles, et ça fait 75%. Alors, est-ce que c'est plus facile de réduire de 100% les émissions agricoles? Si vous voulez gagner 25%, est-ce que c'est plus facile de réduire de 100% les émissions agricoles ou des 2/3 les émissions de combustion fossile, hein? D'autant plus que s'occuper de réduire les sources de carbone, de CO2 agricole, c'est très difficile, ça implique une bureaucratie gigantesque, une gendarmerie fabuleuse, alors que pour empêcher les combustibles fossiles, il suffit de les casser. D'ailleurs, la preuve, en ce ça marche très bien, et on peut très bien s'en passer très bien, parce qu'on a sous la main toutes les solutions qu'il faut. Donc, vraiment, je me demande si on n'est pas en train de parler à côté du problème. Qui veut répondre face à cette question intéressante? Monsieur Hervé Le Treut. Attendez. Oui. Alors, par rapport à cette question, je veux dire que ça pose aussi un problème qui est celui, effectivement, de la comparaison dans les politiques affichées par les différents États de ce qui peut relever, effectivement, du secteur agricole
ou d'autres secteurs. On voit qu'il y a des INDC où des États affichent des efforts qui sont commensurables aux autres, mais uniquement en se basant sur des problèmes effectivement de reforestation, dont on ne sait pas si elle est vraiment sous l'effet de forêt gérée, de forêt non gérée. Donc il y a un moment, un effet, je pense, auquel il faut être attentif, de ne pas vouloir faire une substitution, c'est-à-dire ne pas entreprendre de diminution des émissions de gaz à effet de serre de type fossile, sous prétexte qu'on a entrepris quelque chose dans le domaine forestier ou dans le domaine d'usage des sols. Et là, il y a un problème de compatibilité des diagnostics. Comment est-ce qu'on met en face le diagnostic de type forestier avec le diagnostic de type... Alors c'est plutôt répondre à la question par une autre question, mais je trouve que cette manière d'harmoniser les comptes, hein, qui ne sont pas les mêmes parce que les échelles de temps ne sont pas les mêmes, est essentielle, parce qu'on voit dans les promesses que font les États qu'il y a souvent des confusions à ce niveau-là. Merci. Donc la question suivante, c'est Michel de Galbert. Oui, c'est une question aussi, une intervention pour remercier déjà les orateurs pour ces exposés riches et nuancés. Je me permets d'insister suite aux interventions sur la question du stockage, parce qu'on voit bien que le stockage est réversible et on ne peut pas stocker indéfiniment. Je suis un simple forestier, si vous voulez, et on sait très bien que dans la nature, on ne peut pas stocker dans un hectare il y a quelques forêts de 1000 mètres cubes. J'ai vu dans les Alpes des forêts de 1000 mètres cubes à l'hectare, si vous voulez. Mais en moyenne, si on veut régénérer des forêts, notamment naturellement, on sait très bien que dans les lycées, on ne peut pas dépasser 300 mètres cubes hectare. Donc c'est bien de parler du stockage, mais un jour ou l'autre, si on veut stocker, il y aura une limite biologique au stockage. La mortalité va compenser le stockage. Donc on ne peut pas, le stockage est irréversible par l'incendie, et de toute façon, physiquement, on ne peut pas stocker indéfiniment. Donc, par contre, ce qui est durable et irréversible, c'est l'économie que vous aurez faite en utilisant l'accroissement forestier, au lieu de laisser pourrir les bois en forêt, eh bien, c'est de se substituer à des énergies ou à des matériaux voraces en énergie fossile. Bon. Donc, il est important de mettre toute son énergie précisément sur des solutions qui sont durables, comme la substitution, que l'on découvre parce qu'il y a soit des forestiers d'un côté, soit des utilisateurs d'énergie, et c'est des mondes qui ne communiquent pas. J'avais fait quand même une prospective quand j'étais à la Banque mondiale, montrant que sur les 1 milliard d'hectares de forêts dégradées, de terrains dégradés, qui sont souvent issus de la forêt, si on faisait de l'agroforesterie sur 700 millions d'hectares et 300 millions de plantations, on peut compenser au moins 40% des émissions, de l'accumulation des émissions dans l'atmosphère. Donc cette question de substitution est très importante. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus des solutions par la substitution, par les nouvelles forêts plantées. Donc ça c'est important, et je prends acte de ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture récemment, dans un plan sur l'agroforesterie qui précisément a l'avantage, n'éjectons pas le stockage bien entendu, mais comme l'a dit monsieur, le stockage, ce n'est pas durable. Un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Il y aura des émissions. Le bois est fait pour revenir dans l'atmosphère un jour ou l'autre. Par contre, quand vous substituez des énergies fossiles, ça c'est un acquis définitif. Merci. Pas une intervention-réponse oui. Sylvie Alexandre, en réponse. Et puis ensuite, les 3 dernières interventions, donc Dominique Pécou, Émile Chaunet et Jean-Paul Lanly. Et après, nous pourrons passer à la conclusion, je pense. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il ne faut pas laisser dire qu'il n'y a pas de discours sur la substitution. Hein. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, je vous invite à aller visiter le texte de la stratégie nationale bas carbone qui est disponible en ligne sur le site du MEDE, et vous verrez qu'elle repose la décarbonation des secteurs sur en particulier un prélèvement accru de bois dans la forêt, une augmentation du taux de récolte pour en priorité substituer du matériau bois à des matériaux plus émetteurs. Donc ça c'est quelque chose de totalement acquis, de même que la valorisation en cascade
parce qu'on sait que les effets de substitution sont meilleurs sur le matériau que sur l'énergie, et qu'il est important d'avoir en plus une économie de ressources, une économie circulaire qui permette de recycler les produits de la filière bois, parce que ça permet aussi de réduire les émissions du secteur. Donc je crois qu'il ne faut pas sortir d'ici en ayant l'idée qu'on ne parle pas de substitution matériaux, on ne fait même que ça. La difficulté, elle est claire, c'est qu'autant il y a une quantification des besoins en bois et énergie pour les années qui viennent, avec une politique incitative qui se met en place avec un fonds chaleur, un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui s'appelle Dynamique Bois et qui incite des sylviculteurs à faire des opérations sylvicoles pour fournir du bois, énergie mais aussi matériaux. Autant cette quantification des possibilités de substitution du bois matériau à d'autres matériaux est extrêmement difficile, est un exercice qui pour le moment reste à faire. Parce que décliner des objectifs de substitution dans le secteur du bâtiment, qui est un secteur en crise et où évidemment il y a une concurrence très forte entre les matériaux et où la part du bois est tout à fait modeste en France, c'est beaucoup plus difficile que de construire à partir de pratiquement zéro une filière bois-énergie avec des dispositifs comme le fonds chaleur qui sont extrêmement efficaces. Voilà. Merci. La parole est à Dominique Pécou. Merci. Je me pose une question à la lumière de deux transparents que nous avons regardés sur la croissance des rendements, une concernant la France et l'autre concernant la Chine. Et on nous présentait les droits de régression et on nous parlait d'une inflexion de la diminution de la croissance de ces rendements. Ce qui m'a surpris dans ces deux comptes, c'est qu'ils sont en 1990. En France comme en Chine, on a tout d'un coup une discontinuité. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique ce graphe que je n'ai pas compris. Merci. Alors là, c'est qui est bien sûr tout désigné pour répondre. Non, c'est une question classique, ça, mais c'est une illusion graphique, la discontinuité. Il n'y a pas de discontinuité. On pourrait très bien faire un ajustement d'une autre nature, curvilinéaire, et il y a la progressivité. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y avait vraiment un changement de pente. Si on compare les 15-20 dernières années et qu'on calcule une pente, on a tout à fait le droit, là, et qu'on compare cette pente à ce qui s'est passé entre 60 et 90, on trouve que les deux pentes sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a bien eu une inflexion. Mais il y a bien sûr un passage progressif. C'est évident, il n'y a pas de discontinuité. Hein. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, ces calculs, ils ont été faits pour des raisons statistiques. Si on veut que c'est une certaine signification, c'est les coefficients de régression, il faut que ça fasse intervenir au moins plus de 15 années. D'où le... Voilà. Mais ça n'enlève rien aux conclusions, à la validité des conclusions. Il y a bien régression, il y a bien diminution de la progression. Merci donc de ces précisions statistiques tout à fait intéressantes. Et Émile Chaudet a souhaite poser une question. C'est un petit peu sur le même thème. Le micro marche, bien sûr. C'est un petit peu sur le même thème. Quand je lis le référence, c'est agriculture et changement climatique ou l'inverse. Moi, je reste un petit peu sur ma fin concernant l'exposé sur la production alimentaire. Et je veux dire qu'il y a un continent qui concentre à lui seul un grand nombre des défis, des enjeux, des risques. C'est l'Afrique. L'Afrique va souffrir probablement un maximum de la réunification, notamment de toute la bande sahélienne, va continuer à avoir un accroissement démographique considérable, mais l'agriculture africaine, que je connais encore un peu, n'a pas donné. Alors, est-ce que notre groupe de travail s'est penché sur la question ou est-ce qu'il a l'importance de s'y pencher? Merci. Alors, André Neveu. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas penché sur ce problème-là parce que c'est un autre problème.
le problème de l'alimentation du monde dans les années d'ici 2050. Hein, mais c'est évident qu'on l'a évoqué dans d'autres séances de l'Académie, qu'il y a un problème de croissance des besoins extrêmement important, que l'augmentation des superficies cultivées restera modeste, donc tout doit reporter, ou presque tout, sur l'accroissement des rendements, et que la réduction de cet accroissement des rendements nous inquiète, parce qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir satisfaire effectivement les besoins. Alors concernant l'Afrique, c'est évident que s'il y a un pays, mais il y a une région, un continent qui va en souffrir, c'est bien l'Afrique, c'est évident, il va en souffrir pour des tas de raisons, parce qu'ils seront soumis massivement aux problèmes de sécheresse et d'excès de chaleur, mais aussi parce qu'ils déforestent, y compris autour des villes, parce qu'autour des villes, il y a à 50 km autour des grandes villes, il n'y a plus un arbre, ça a été tout coupé pour pouvoir faire du bois de feu, hein, mais c'est pas, on a peut-être fait l'utilisation du bois, c'est peut-être pas optimal parce qu'on ne plante pas derrière. Et puis, il y a aussi tout le problème des zones qui sont largement en déficit actuellement, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Libye, etc., et qui vont devenir massivement importatrices de céréales parce qu'il va bien falloir nourrir ces gens-là. Et comment on va pouvoir les approvisionner, à quel prix? Ça, c'est un autre ensemble de problèmes, mais je crois qu'on ne pouvait pas traiter de ça dans le groupe. Merci donc à André Neveu. Et dernière question, c'est dernière intervention, Jean-Paul Lanly. Donc, ma question s'adresse à nos trois confrères et consoeurs forestiers à propos de ce qu'on a déjà évoqué, c'est la responsabilité relative des différents secteurs socio-économiques dans l'atténuation de l'effet de serre, du réchauffement climatique. J'ai cru comprendre qu'au sein de l'Union européenne, il y avait un réel débat entre certains pays peut-être poussés par le mouvement environnementaliste, qui insistent pour qu'on ne prenne pas en compte l'atténuation due au secteur forestier, parce que ça réduirait les efforts faits dans les autres secteurs, et notamment dans le secteur industriel. Et je voudrais savoir où on en est au sein de l'Union européenne dans ce débat, la France, si j'ai bien compris, étant pour qu'on prenne complètement en compte l'atténuation due au secteur forestier. Y a-t-il quelqu'un qui soit au courant de l'actualité de ce type de débat? Sylvie Alexandre? Merci, Monsieur le Président. Oui, en fait, c'est un débat qui existe depuis le début, ça. C'est-à-dire que depuis le protocole de Kyoto, depuis la Convention climat, il y a deux problèmes, en fait, à l'intégration du secteur des terres. Le premier problème, c'est sa relation très intime avec le carbone atmosphérique, et vous avez vu le graphe avec le secteur résiduel qu'a montré Jean-Marc tout à l'heure, qui est donc, c'est un acteur majeur dans les équilibres atmosphériques du CO2, mais que c'est très difficile de le mesurer. Et le deuxième problème, c'est que comme il a un poids très important, agir dessus peut effectivement dispenser certains États ou certains secteurs. Et on voit bien quand même que dans la géopolitique d'aujourd'hui, qui sont les États qui ont un intérêt à ce qu'on conserve un modèle fossile, qui sont très nombreux, qui sont certainement majoritaires actuellement. Donc ça peut dispenser de faire des efforts de réduction des émissions sur dans d'autres domaines. Mais ce problème-là, il existe fondamentalement depuis le début de la Convention climat. Alors depuis 25 ans, on a beaucoup progressé sur les méthodes d'évaluation et de caractérisation des phénomènes, même si Jean-Marc et Jean-Luc ont tous les deux insisté avec beaucoup de raison sur les difficultés, les incertitudes qui sont encore très fortes, et surtout sur le caractère éminemment réversible des phénomènes. Vous avez vu cette courbe qui était tout à fait intéressante, montrée par Jean-Marc, où on voyait
un côté un peu erratique qui collait en fait avec les modèles d'absorption du CO2 par le secteur des terres. Donc ça veut dire qu'il y a une influence considérable du climat interannuel, de la variabilité interannuelle du climat, sur la façon dont le CO2 atmosphérique est capté par la biomasse agricole et forestière dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, on a progressé, mais on ne sait pas tout. Et l'autre aspect de la question, c'est toujours la comptabilité et les efforts qu'on demande de réduction aux autres secteurs. Donc pour ça, il y a une décision fondamentale qui a été prise en 2013 par l'Union européenne, dont j'ai plus la date mais je pourrais la retrouver, qui reporte à 2020, après 2020, l'intégration du secteur des terres dans les engagements climat de l'Europe. Les engagements de climat de l'Europe, ils ont été présentés sous forme d'INDC à la COP 21. Ce sont des engagements qui sont tout à fait cohérents avec ceux de la France, la réduction des émissions de 40% en 2030. Et on a reporté à 2020, post-2020, l'intégration du secteur des terres, les modalités de calcul. Parce que jusqu'à présent, et jusqu'en 2020, le calcul des réductions d'émissions, des objectifs de réduction d'émissions se fait de manière séparée entre les secteurs de l'activité économique et le secteur des terres, pour les raisons d'incertitude, de difficultés, de double compte, etc., que j'ai citées. Et l'Union européenne s'est engagée à partir de 2020 à intégrer ce secteur dans ses engagements de réduction à partir de 2021. Et donc c'est à partir de cette année que va commencer la négociation intracommunautaire sur la manière de s'y prendre. Et il y a 3 modèles qui sont proposés par la Commission européenne et sur lesquels les États membres doivent se prononcer. Voilà. Bien, donc c'est la fin des questions. Je remercie Sylvie Alexandre, je remercie aussi tous nos intervenants, parce que je crois que la plupart des questions extrêmement pointues quelquefois ont trouvé réponse. C'est digne d'être noté. Alors maintenant, pour la conclusion, qui est à la fois la conclusion de la séance, mais aussi celle du groupe de travail pour l'agriculture, je demande à Katia Laval, François Papy et Alain Perrier, c'est Katia Laval seule, oui. Au nom du groupe, alors, de présenter les conclusions. Merci. D'accord, merci. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà. Donc, ces conclusions seront plutôt peut-être des remarques que nous avons préparées ensemble, François Papy, Alain Perrier et moi. Alors, les changements climatiques sont déjà avérés, et je vous montre ici la mer de glace pour vous, parce que vous savez tous qu'elle a régressé et que ça a obligé, par exemple, EDF de déplacer la prise d'eau de sa centrale des Bois près du Montanvert pour continuer à fonctionner, une centrale thermique. Donc ces effets sont déjà ressentis et l'adaptation, elle existe déjà. Et même si on arrêtait d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il y a des effets qui sont régionaux et qui existent, on va être obligé de s'adapter. Donc moi je ne vois aucune contradiction dans le fait de faire de l'atténuation et de l'adaptation. Et ce que je ressens aussi, c'est que même si on atténue terriblement et qu'on atteint 1,5 degré, ce qui sera quand même, on le sait tous, assez difficile, c'est pas seulement un réchauffement global qui est important, c'est le réchauffement régional. Et donc, il faut aller vers la compréhension de ce qui se passe au niveau des régions. Et donc, l'atténuation est importante et l'adaptation aussi. Rappelons qu'en France, on est peu émetteur, puisque dans les pays européens, on est, après la Suède, le deuxième pays qui émet le moins, mais c'est grâce au nucléaire, et que du coup, l'agriculture a un effet important, 20% de CO2 équivalent. Donc je pense que vraiment, les actions doivent être menées maintenant, non seulement de la façon top-down, c'est-à-dire commençant par les effets globaux, les modèles de circulation générale, mais elles doivent être bottom-up, c'est-à-dire partir de la réalité terrain et des acteurs terrain. Étudier la vulnérabilité des régions est important, parce que certains seront sensibles à l'augmentation de température, d'autres à la variation de pluie. Et on doit traiter les priorités. On est obligé de travailler sur des priorités. On doit reconnaître la variabilité interannuelle, et ça j'insiste beaucoup, parce que
On a pris conscience que quand on avait une année chaude ou une année froide, ce n'était pas forcément parce que le changement climatique existe ou n'existe pas. On sait qu'il peut y avoir de la variabilité. Mais combien de fois autour de moi j'entends dire, vous voyez cette année on a moins d'eau dans les grands lacs, dans les grands lacs de la... Oh. Tac. Il ne peut pas s'arrêter. Voilà, ça y est, c'est bon. On a moins d'eau. Oh, j'ai compris. Tac. Bon, alors, comment je fais pour revenir en arrière ? D'accord. Mais reconnaître la variabilité interannuelle aussi pour les pluies. Une année sèche, même en Angleterre et l'année d'après en France, ne veut pas dire vraiment qu'on est déjà, on peut attribuer ces sécheresses au développement, au changement climatique. Et je pense aussi qu'il faut vraiment penser au fait que l'adaptation doit être flexible. Elle doit être flexible parce que les stratégies qu'on va définir aujourd'hui, parce qu'on pense que la gravité la plus importante est liée à un domaine, à une région et à un effet, peut évoluer dans 10 ans et on peut dire les choses différemment. On doit donc trouver des adaptations flexibles et faire évoluer les stratégies et reconnaître peut-être quelquefois des erreurs pour changer de cap. Donc je pense que tout ça est important. Je vous ai mis en bas les variations de pluie en France sur les 50 dernières années, de 1959 à 2009. C'est un travail qu'est en train de publier Météo France. Et vous voyez, il y a un effet d'augmentation de pluie au nord et de diminution au sud. Mais Météo France m'a bien dit de dire que ce n'est pas significatif et qu'on ne peut pas en déduire là un effet du changement climatique. Donc il faut rester dans cette optique de comprendre et évoluer et trouver les stratégies en évoluant. Je redis, comme l'a dit aussi Hervé, que les recherches, il me semble que la COP21, c'est le point de départ de recherche, et encore plus de recherche qu'avant. Je suis effrayée par le fait que certaines personnes me disent « Maintenant, on a compris que le changement climatique, c'est grave, on connaît toutes les conséquences, alors on va travailler sur l'atténuation. Et laissez-nous tranquilles, vous les climatologues. » Je pense au contraire que notre travail le plus difficile et le plus d'une impérieuse nécessité, je dirais, est maintenant, parce qu'on doit donner des effets sur la régionalisation des impacts. On ne peut pas dire en même temps que tout est partout, qu'on aura en même temps de la sécheresse, de l'inondation, de l'augmentation de température et la montée des eaux. On aura dans certaines régions certains effets plus que d'autres. Et cette difficulté est majeure et vraiment est un défi pour les gens qui travaillent sur les modèles de climat et on doit l'aborder. Avec des développements de recherche dans les modèles régionaux, mais pour ceux qui ne connaissent pas, faites attention. Les deux brillantes personnes qui travaillent sur les modèles régionaux, qui s'appellent Georgie et Linda Mears, qui travaillent depuis 30 ans là-dessus, nous disent « ça n'est pas la panacée, on travaillera sur les modèles régionaux, mais on ajoutera de l'incertitude à l'incertitude. » Donc tous les outils doivent être là, observation, modèles globaux, modèles régionaux pour travailler. On doit travailler sur la recherche. Sur d'autres cultures, l'INRA travaille, connaît, on nous a parlé des solutions qu'il y avait. Eh bien, ces solutions, on en connaît peut-être quelques-unes, mais elles doivent être développées encore plus. Et on doit aller chercher d'autres solutions ailleurs. Et la recherche des organismes du type INRA doit se développer. On doit diversifier les cultures, on doit diversifier les filières. Peut-être, on doit, excusez-moi de dire ça, je dirais qu'il y a des options de ce type-là, et François Papy parlait de relancer les recherches en espèces sur des espèces orphelines. En gros, on doit travailler tous les domaines et travailler le mieux possible. Alors, il y a importance du groupe, de l'ensemble, climat, production, biodiversité et eau. C'est pour ça peut-être que la réponse à Broussard est de dire que oui, c'est vrai que diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est peut-être moins efficace que celui de l'énergie, mais d'un autre côté, diminuer les émissions de N2O, c'est peut-être aussi important pour la biodiversité et pour l'eau. Donc il y a à travailler sur cet ensemble de facteurs, et ceci va nous amener à des choix difficiles, parce qu'il y aura des conflits, il y aura des confrontations, et donc on doit travailler là-dessus. Alors, on a parlé aussi déjà des services écosystémiques, on en parle, c'est très théorique, pourtant certains l'ont fait.
On a l'exemple de la ville de Pékin qui a amélioré de façon fantastique sa production en eau, en qualité et en quantité, en travaillant en jouant sur des échanges entre agriculteurs et urbains, puisque l'eau qui arrivait sur Pékin était dans un domaine qui était le réservoir était dans un domaine entre agriculteurs et les urbains et la ville, et donc les agriculteurs polluaient. Il a fallu demander aux agriculteurs de changer leur méthode. Alors tout n'est pas parfait dans cette expérience, il y a d'autres effets qui sont apparus, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on doit tenter des expériences. L'agroécologie, j'allais parler de remembrement de François Papy, mais il en a parlé lors de sa réponse, donc je peux passer là-dessus. Rappelez quand même que le rôle de la végétation, c'est du recyclage de l'eau. Quand la végétation évapore, vous ne perdez pas d'eau. Vous simplement mettez de l'eau dans l'atmosphère qui reviendra ailleurs sous forme de précipitation. Mais attention, il ne faut pas qu'elle revienne sous forme de précipitation dans l'océan, on la perd. Mais il faut savoir quand même que l'évaporation continentale qui a lieu sur l'Europe et sur toute la région de l'Europe va aller alimenter les pluies dans la Sibérie et dans la Chine. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais vous contribuez à ça. On nous parle d'efficience, il faut améliorer les efficiences de toutes sortes, et la végétation, on vous l'a dit précédemment, a un rôle sur la régulation du climat. Et on peut aussi parler, pour les problèmes d'eau, de dessalement de l'eau de mer, là où on aura des pénuries plus importantes. Alors, les coûts interviennent dans les choix. On ne peut pas dire, il n'y a qu'à Faucon parce que moi je m'intéresse au climat et toi tu t'intéresses à la production, tu ne m'intéresses pas, biodiversité, pareil. Il faut reconnaître que les coûts interviennent et que du coup, même s'il y a plein d'idées qui sont positives, il faut hiérarchiser. Et il faut hiérarchiser, par exemple, j'entendais une discussion il y a quelques jours entre Lyonnaise des Eaux et l'agence sur l'eau de Seine-Normandie. Le Suez disant, nous allons arrêter les fuites dans je ne sais plus quel canal qui était très important dans cette région. Et l'agence des bassins qui disait c'est très cher et d'un autre côté vos fuites nous permettent d'humidifier les sols, donc trouver des solutions à des problèmes plus graves que l'on a. Donc trouver cette intégration de tous ces problèmes simultanés, c'est un défi pour notre société et on doit tous y travailler. Les problèmes de fertilisation, François Papy signalait, est-ce qu'on doit faire de l'ajustement de l'azote ou est-ce qu'on doit utiliser l'azote organique? Tout ça ne joue pas tout à fait dans le même sens. La méthanisation, est-ce qu'on doit travailler avec des fermes qui sont des fermes familiales ou au contraire et jouer sur l'herbe ou travailler sur des herbes, des concentrations de fermes qui vont permettre des méthanisations peut-être plus aisées. Tout ça doit être travaillé par des gens qui travaillent et qui ont un sens des responsabilités. Notre responsabilité, elle est individuelle, elle est aussi collective. Il faut les scientifiques eux-mêmes doivent avoir un regard critique sur leurs travaux. Quand on a dit il y a 10 ans, les cyclones seront plus intenses et seront plus nombreux, si dans les 10 ans, parce que le GIEC de 2007 ne dit pas la même chose que le GIEC 2014, si en 2014 on a dit c'est plus incertain, c'est pas parce qu'on fuit nos responsabilités et qu'on a peur, comme certains le disent. C'est simplement parce qu'on a développé des recherches qui ont permis de mettre en cause ou d'apporter, si vous voulez, des améliorations aux indices qu'on utilisait et de se dire qu'après tout, la réponse qu'on avait donnée en 2005 n'est pas celle qu'on aurait dû donner. Donc, il y a une responsabilité et un regard critique vis-à-vis de soi-même. Il y a aussi un regard critique des scientifiques, des sciences humaines et sociétales qui doit aussi exister. Il est important, ils sont essentiels pour donner le message à la société et pour porter le message du changement climatique et on en a besoin. Mais ils ont aussi l'impérieuse nécessité, je dirais encore, de se mettre au courant de ce qui se passe et de ne pas répéter ce qu'on a dit en 2007. Si on a dit en 2007 que les sécheresses augmentaient partout sur la planète, si aujourd'hui on ne le dit pas de la même manière et on le dit en pensant à des régions particulières, si on a dit que les sécheresses au Sahel étaient dues au changement climatique et qu'aujourd'hui on sait que les changements, on sait que dans la mesure du possible, en tout cas ce que l'on croit, c'est que les sécheresses au Sahel n'ont pas été dues du tout à un changement climatique, eh bien ils doivent se mettre au courant de ce qu'on a dit,
de lire les derniers rapports du GIEC pour dire les choses correctement. Et l'interdisciplinarité doit s'exercer, mais avec des échanges respectueux, et s'ils sont respectueux, ils seront constructifs. L'État et les territoires sont essentiels pour accompagner les investissements nécessaires. Ils doivent être face à leurs responsabilités et faire ce qu'il faut. Et donc, on les incite à le faire. Ils doivent développer l'information auprès du public, auprès des agriculteurs, auprès des forestiers. Ils ont aussi le rôle de diffuser les progrès. Quand les éléments que l'on dit changent, eh bien, ils doivent le dire et ils ont la responsabilité d'éduquer. Et donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et je crois que dans tout cela, m'incite à vous dire que la modération dans les choix est essentielle parce qu'on joue dans une stratégie où il y a plein d'incertitudes et que tout extrémisme me paraît exagéré. Et donc, merci de votre attention et prenez-en ce que vous voulez.